Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Merci Maître d'avoir accepté notre invitation. Bon, recevoir ce soir un invité tel que Maître Dupond-Moretti, c'est assez intimidant, je ne vais pas vous le cacher. Alors je me suis demandé au début comment j'allais commencer mon discours, mon introduction. Puis je me suis posé la question, qui d'habitude précède un avocat de la défense, plutôt un avocat général? Mais je vous rassure, il n'y aura ce soir pas de réquisitoire. Il n'y aura pas de réquisitoire car je voulais plutôt vous raconter une histoire, cher public, celle d'un homme, médecin légiste, décrit comme colérique, autoritaire, fils d'un ancien sergent de la Wehrmacht, en fait pas vraiment l'archétype du gendre idéal. Et un soir, il retrouve sa femme tuée dans sa cave, d'une balle dans la tête. Et cet homme est impulsif, je l'ai dit, décrit comme colérique, vite. Il s'érige un petit peu comme coupable idéal et il va être arrêté et jugé et condamné à 20 ans de réclusion par la cour à 2 reprises. Et cet homme, c'est Jean-Louis Muller et il est en réalité innocent. Et lors de son 3e procès, il sera défendu par Maître. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte cette histoire. Eh bien parce qu'il y a quelques jours en amphi, j'entends cette phrase. De toute façon, je ne viendrai pas à la conférence de Dupond-Moretti parce que c'est un seul type qui fait libérer des criminels. Et pourtant, le métier d'avocat, c'est consacrer une phrase de Voltaire que Voltaire a érigée en dogme et qui est « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent ». Cette vocation d'avocat est née très tôt chez Maître Dupond-Moretti, d'abord à cause de la mort de son grand-père. Sa mort est suspecte, mais il n'y aura jamais d'enquête. Et ensuite à cause de la peine capitale. Il dira « Je suis devenu avocat par détestation de la peine de mort ». Éric Dupond-Moretti devient Maître Dupond-Moretti en 1984 au barreau de Lille. Après l'affaire du match truqué Marseille-Valenciennes, c'est surtout l'affaire d'Outreau, scandale pour l'institution judiciaire, qui lui permet d'accéder à la notoriété. S'en suivent des procès très médiatiques, les affaires Erignac, Kerviel ou Cahuzac. Si les avocats médiatiques sont nombreux, Maître Dupond-Moretti se démarque par un nombre record d'acquittements, mais aussi par sa volonté farouche d'affirmer « il n'y a pas d'indéfendable ». Car en effet, défendre, ce n'est pas justifier, ce n'est pas minimiser, c'est participer à la justice. Il dira par exemple « je pourrais défendre un négationniste, mais pas un négationniste qui me demanderait de plaider que les chambres à gaz n'ont pas existé ». Cette volonté qu'il pousse notamment à défendre Abdelkader Mera dans un procès hors norme sous tous ses aspects. Mais Éric Dupond-Moretti, c'est aussi un homme qu'Essel qualifierait d'indigné. Il s'insurge contre les injustices, la pénalisation à outrance, la restriction des libertés individuelles. Critique vis-à-vis de l'institution judiciaire, il milite pour la suppression de l'École nationale de la magistrature et dénonce l'influence de l'opinion publique sur les cours d'assises. Il explique sa vocation dans plusieurs ouvrages, notamment Direct du droit ou Le droit d'être libre. Et il sera également pour la première fois sur scène au Théâtre de la Madeleine pour raconter ce qu'est le métier d'avocat, à partir de cet hiver. Pour décrire le rôle d'avocat, Maître Dupond-Moretti m'a donné une anecdote. Il parle d'un homme des cavernes qui, condamné par toute sa tribu, va voir un de ses semblables, le premier, contre tous se lever et dire « Attendez ». Aujourd'hui, notre invité est souvent invectivé, voire insulté sur les réseaux sociaux, par exemple, coupable selon certains d'avoir défendu des hommes qui ne mériteraient pas de l'être. Alors s'il est certain que beaucoup aujourd'hui se demandent que penser de notre invité, je veux vous dire « Attendez et écoutez ». Et je vais vous demander d'applaudir Maître Dupond-Moretti. Merci Pierre pour ce discours. Merci Maître et bonsoir. Merci d'être venu à Centrale. On est très heureux de vous recevoir et je pense que le public, à Centrale Supélec, pardon. Et je pense que le public est très heureux également. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit par Pierre ? Oui, évidemment. Ça marche, hein ? Oui, évidemment, je souhaite réagir parce que... Ça marche mieux, la technique ? Oui. Oui, évidemment, je souhaite réagir. J'apprends qu'il en est un parmi vous qui pense que je suis un sale type qui fait libérer des criminels. Qu'il vienne me le dire. Bon, sale type, j'en sais rien. C'est le bon Dieu qui le dira au moment du jugement dernier. Peut-être, j'en accepte l'augure. Qui fait libérer des criminels, parfois, oui. Oui, bien sûr.
Mais ce qui est assez surprenant au fond, c'est que on puisse encore, dans la France de 2019, ne pas méconnaître à ce point ce qu'est le métier d'avocat. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté votre aimable invitation ce soir, en dépit d'un emploi du temps qui est assez chargé. Et on vous en remercie énormément. Mais avant de parler du métier d'avocat, on va commencer par une question un peu plus personnelle. Vous êtes un avocat absolument exceptionnel, vous avez plus de 140 acquittements au compteur maintenant. Le dernier en date étant celui de Georges Tron. Qu'est-ce qui fait de vous, sans fausse modestie, l'un des meilleurs avocats du pays? Le travail. Vous parlez parfois du physique D'abord, également. je voudrais vous dire des choses simples sur le métier d'avocat. Ce que fait un avocat, c'est ce que tous les autres ont fait avant lui, plus ce qu'il y apporte de touche personnelle, mais c'est un métier de transmission orale d'abord. Et je pense que personne n'invente rien. Donc le métier d'avocat, c'est oui, tout ce qu'ont fait mes prédécesseurs, tout ce que je leur ai volé, tout ce qu'on me volera, tout ce qu'on volera aux autres après moi, bien sûr. Beaucoup de travail, c'est sûr. Et dans une procédure pénale, l'avocat, il n'est efficace que s'il a vu ce que les autres n'ont pas vu. C'est ça qui fait avancer les choses, évidemment. Parce que dans un procès pénal, il y a beaucoup de protagonistes. Hein, vous l'imaginez, il y a d'abord la police, donc une multitude d'enquêteurs qui travaillent sous la férule d'un directeur d'enquête. Ensuite, il y a un procureur de la République et ses substituts, il y a un juge d'instruction, une chambre de l'instruction. Et parfois, un homme échappe à un châtiment qui semblait inéluctable parce que l'avocat a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Bon. Dans l'affaire que vous évoquiez tout à l'heure, qui est l'affaire du docteur Muller, j'ai exigé que l'on reconstruise, au fond, la table qui comportait le train électrique des enfants. On avait des taches de sang qui avaient été photographiées par les gendarmes. On connaissait la dimension de la pièce. Muller avait hurlé pour que l'on organise une reconstitution et le juge d'instruction n'avait jamais voulu y procéder. Et en remettant les choses en perspective avec cette fameuse table qui contenait le train électrique des enfants, il m'était possible de démontrer qu'il n'avait pas pu tuer sa femme. Ça, c'est des petites choses qui n'avaient pas été envisagées par les autres intervenants de ce dossier. Donc, la rigueur, par exemple. La rigueur, la perspicacité. Oui, mais c'est évident, oui, bien sûr. D'accord. Le charisme aussi, peut-être? Mais je veux pas rosir parce que personne n'en profiterait. On est un peu dans la pénombre, mais d'abord c'est difficile de parler de ses qualités, même si on en a beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que d'abord c'est le boulot, enfin c'est le travail. Vous savez, dans le métier d'avocat pénaliste, il y a un côté un peu médiatique, j'allais dire paillette, qui n'échappe à personne, et puis il y a un côté beaucoup plus besogne, pas au sens péjoratif du terme, mais qui est une réalité quotidienne. On parle par exemple des dossiers médiatiques, mais on ne parle pas vous parliez du dossier Tron, je sors d'une affaire à Lons-le-Saunier, là, la semaine dernière. C'était une affaire qui n'intéressait personne, sauf le journaliste local. Et puis après ça, j'ai enchaîné sur une affaire à Annecy. Il y avait le journaliste du Dauphiné libéré. Bon, ça n'intéressait personne. Personne n'entendra parler de cette affaire. Pourtant, ce sont des affaires dans lesquelles les vies de deux jeunes hommes ont basculé. Donc il y a cet aspect évidemment médiatique, etc. Et puis il y a un aspect beaucoup plus discret. Mais ce que je crois fondamentalement, c'est que oui, le travail est absolument indispensable. Je ne me défausse pas
des questions que vous me posez. Je pense que vraiment, il faut bosser beaucoup. Enfin, mais c'est vrai dans tous les métiers. Alors, vous parliez du côté médiatique, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez également parlé de certains de vos clients. Vous avez défendu, on va dire, vous avez participé à certaines des plus grandes affaires de ce siècle. Jérôme Cahuzac, Karim Benzema, Bernard Tapie, Jérôme Kerviel, Abdelkader Mera. Qu'est-ce qui fait que quand vous recevez le dossier de ces personnes, vous l'acceptez ? C'est l'intérêt que je porte à l'affaire. Mais une fois encore, ça c'est la partie immergée de l'iceberg. Si vous prenez ces affaires-là, par exemple, je pense qu'il y en a 5, là, vous venez d'en citer 5. Je crois bien. 6, bon, peu importe. Mais je n'ai pas traité 6 affaires dans l'année. J'ai traité aussi des tas de gens qui sont totalement anonymes, dont personne n'entendra parler. Je viens de vous donner 2 exemples, là. Il y a quand même un dénominateur commun dans ces affaires, c'est... bon, alors, non, mais c'est vrai que c'est excitant. Alors, si vous voulez que je vous réponde complètement, je vais le faire. C'est évidemment très excitant de rentrer dans une affaire de cette nature. Bon, d'abord parce que l'un des attraits majeurs de ce dossier, de ce métier, pardon, c'est la fatigue. Je suis un peu dyslexique. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, je ne suis plus en capacité de plaider. Mais l'un des attraits de ce métier, c'est son éclectisme. Vous pouvez dans la même semaine rencontrer un malheureux, et puis un type très riche, un notaire qui a tué sa femme, un joueur de foot qui a des difficultés, bon, etc. Et donc, l'attrait que vous pouvez avoir pour ce type d'affaires, c'est que vous rencontrez derrière les personnalités des mondes qui ne sont pas les vôtres. Et ça, c'est toujours très enrichissant. Pourtant, il y a des personnes quand même assez, on pourrait dire, détestables, un petit peu antipathiques. Oui, sans doute. Mais pour autant, ça n'interdit pas la curiosité. Quand vous défendez Mera, par exemple, je pense qu'on en reparlera, et vous découvrez ce qu'est l'islamisme radical, le salafisme. C'est passionnant comme découverte, l'intérêt que l'on peut avoir pour ces choses. Quand vous rencontrez Cahuzac, vous découvrez un certain nombre de choses inhérentes à ce qu'il a été. On connaît ses fonctions ministérielles. Quand vous rencontrez Benzema, vous êtes un peu avant-centre du Real, c'est pas rien quand même. Non mais tout ça, c'est très intéressant. Si vous rencontrez un musicien, et puis parfois vous êtes touché. Là, je viens de plaider pour un gamin. C'est la dernière affaire que j'ai plaidé qui aura 26 ans demain, et qui a tué sa petite amie de 22 ans. C'est passionnant sur le plan humain. Sur le plan médiatique, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est pas... Mais sur le plan humain, les ressorts psychologiques qui ont amené ce gamin, pardon, parce que pour moi c'est un gamin, à commettre l'acte qu'il a commis, c'est quelque chose de passionnant, bien sûr. Donc en un mot, vous diriez que c'est la curiosité intellectuelle qui peut vous permettre de surpasser l'antipathie que vous pourriez avoir pour vos clients. Oui, c'est pas que de la curiosité d'ailleurs, il y a un petit côté voyeur, bien sûr. Mais je ne suis pas le seul à l'avoir, il suffit de voir combien il y a de gens qui se précipitent dans les salles d'audience de cour d'assises pour voir ce qui se passe. L'engouement des gens pour les affaires judiciaires. Oui, vous êtes porteur sain d'un virus, au fond, quand vous êtes avocat, puis vous êtes, oui, un peu voyeur. Vous pénétrez des mondes et des situations et des personnalités auxquelles vous n'auriez pas accès si vous ne faisiez pas ce métier-là. Et souvent dans une forme d'intimité qui est très, très profonde. Absolument. J'ai envie de vous demander... Demandez-moi. Je vais le faire. Vous parliez de la curiosité. J'ai envie de dire, à ce rythme-là, tout peut être curiosité. Alors, quelle est la limite ? Vous parliez... tout à l'heure, Pierre le rappelait, vous aviez dit je pourrais défendre un négationniste, pas un négationnisme qui me demanderait de plaider contre l'existence des chambres en gaz. Donc quelle est la limite en fait entre la curiosité et le... La réponse est dans la question, c'est ma liberté de conscience. Quand je défends Abdelkader Mera, je n'ai pas d'empathie pour le terrorisme islamique. Je ne suis pas devenu terroriste parce que j'ai défendu Mera. C'est ça la limite. La limite, c'est de pouvoir défendre un homme sans adhérer
à la cause qu'il défend lui-même, si tant est qu'il ait une cause. Il y a des gens qui n'ont pas de cause. Le gamin dont je vous parle tout à l'heure qui a tué sa copine, il n'a pas de cause, hein, il ne mène pas un combat. Voilà, j'aurais pu défendre un négationniste, mais pas un négationniste qui me demande de plaider que les chambres à gaz n'ont pas existé. Vous saisissez la différence, évidemment. Autant vous pouvez essayer d'expliquer pourquoi un négationniste en est arrivé à cette négation de l'histoire, parce qu'il a pu être élevé par des parents, je ne sais pas, antisémites, parce qu'il y a mille raisons, parce qu'on est tous ici le fruit de notre histoire, et qu'il n'y a pas de hasard, enfin il y en a peu. Donc tout ça, ça peut construire évidemment une défense et une plaidoirie, mais vous ne pouvez pas aller contre ce que vous êtes fondamentalement. Est-ce que vous défendriez Marine Le Pen, par exemple? Si elle était victime d'une procédure que vous qualifieriez de... D'abord, je pense, si vous voulez, que là, nous sommes dans la fiction. Car j'imagine assez mal Marine Le Pen me demander de la défendre. Elle a déjà à ses côtés un excellent avocat qui s'appelle, je crois, Gilbert Collard. Qu'ils se débrouillent ensemble. Très bien, c'est clair. Assez, ouais. Maintenant, attendez, maintenant, il y a quand même une histoire d'Oedipe mal réglée qui est intéressante pour un avocat dans cette situation. Puis, si elle vient me dire qu'elle renonce à tout ce qui fait le socle de ce parti, qui a changé de nom mais qui n'a pas changé d'ADN, tout est possible. Mais ça m'étonnerait quand même beaucoup. Hein. Donc maintenant, un petit peu changer de sujet, on va aborder un peu les thèmes que vous évoquez dans vos livres, par exemple. Je ne sais pas s'il marche, votre micro. Je pense qu'il marche. Il marche, ok. Par exemple, en premier lieu, la trop grande influence de l'émotion et des médias dans les procédures judiciaires. Vous dénoncez, par exemple, dans le droit d'être libre, la dictature de l'émotion, qui, selon vous, empiète sur le bon déroulement de l'instruction. Quels sont les risques pour les droits de l'accusé dans tel phénomène ? Quels sont les risques pour les droits de la défense? Oui. Les impacts sur les droits de la défense? Bah, ils sont énormes parce que la presse, comment dirais-je, influence évidemment l'opinion publique, qui est parfois chauffée à blanc. Et d'ailleurs, moi, j'ai pris le parti, ça m'est pas venu comme ça au début de mes années de barreau, mais de ne plus jamais m'exprimer dans les affaires en cours. D'abord parce que vous êtes totalement inaudible. Et que la presse, souvent trop, s'intéresse à l'aspect compassionnel des situations. Victimaire et compassionnel. Et imaginez, vous voyez dans le dossier Mera, moi j'ai le dossier bien avant qu'il soit jugé. Je sais qu'il n'y a pas d'éléments pour envisager sa condamnation dans le volet complicité d'assassinat. Son frère, qui s'est fait tuer par la police, étant l'auteur principal. Bon. Mais vous ne pouvez pas l'exprimer parce que vous êtes inaudible. Vous avez 25 avocats de partie civile qui expliquent le chagrin légitime de leurs clients. Et vous, on vous tend subrepticement un micro, et puis vous dites, mais il n'y a pas d'éléments de preuve, mais tout le monde se fout de votre gueule. Donc ça ne sert à rien. Et non seulement ça ne sert à rien, mais d'abord, je n'ai pas le goût de l'effort inutile, et puis ça me permet de dire au juge, bah, c'est devant vous que je vais livrer mon argumentaire, mes explications. Et en revanche, après le procès, je me suis longuement expliqué sur ce qu'il n'y avait pas comme élément probatoire permettant d'envisager sa condamnation. Et pour Tron, c'est exactement la même chose d'ailleurs. Tron, il s'est fait condamner médiatiquement, cloué au pilori pendant des années. Il pratiquait la réflexologie, ce que tout le monde savait, c'est devenu un fétichiste. Et puis là sont arrivées les associations féministes dont on reparlera sans doute, ou peut-être si ça vous intéresse, mais je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions, qui ont phagocyté beaucoup de médias. C'est devenu un prédateur super puissant qui a au fond dévoré deux malheureuses victimes.
Le dossier, ça n'est absolument pas ça. Et il aura fallu 4 semaines de débat pour que l'on puisse envisager une autre hypothèse que celle qui nous avait été livrée par la presse. Donc, oui, ça a une influence considérable. C'est très, très compliqué. Et je vais vous dire quelque chose. Je trouve que la presse est en train de déraper complètement à raison de la surenchère que lui imposent les réseaux sociaux. Absolument. Et c'est quelque chose dont on va reparler. Et on est en plein dérapage. Et je m'adresse à des jeunes gens, vous êtes des jeunes gens, pour la très grande majorité d'entre vous, et je pense que vous aliénez votre liberté avec ces réseaux sociaux, complètement. Alors que ça peut être un merveilleux instrument de démocratie participative. Mais en réalité, on constate qu'on est dans l'immédiateté, donc l'absence de réflexion, donc l'inintelligence, que toutes les conneries que vous pouvez raconter, qui autrefois étaient dites comme ça, voilà, à 23h, à 2 grammes au coin d'un bar, ça devient maintenant quelque chose d'empaqueté, de ramassé, de diffusé. Chacun a son heure de gloire, enfin ceux qui signent leur machin, là, voilà. Je trouve que c'est une époque singulière, très singulière. C'est un sujet qu'on voulait aborder, effectivement, la délation sur les réseaux sociaux. Avant de l'aborder, une question. Est-ce que vous pensez que lorsque la machine médiatique se met en marche, les juges sont susceptibles d'être influencés par la pression médiatique? Vous savez, les juges, ça n'existe pas. La justice, c'est la signature de ceux qui la rendent. Et vous avez des juges qui sont particulièrement sensibles à toutes ces questions et à l'opinion publique. Et puis vous avez des juges qui sont indépendants. Mais l'indépendance, elle n'est pas statutaire, si j'ose dire. Enfin oui, elle est statutaire, mais en réalité, elle est dans la tête des juges. Il y a des juges qui... vous savez, au procès Tron, par exemple, il a été renvoyé, ce procès, parce qu'à l'origine, le président qui avait été désigné, dès les premiers tweets, il a eu peur de son ombre. Et alors, il a dit que ce serait mieux si c'était une femme qui jugeait cette affaire. Enfin, et en quoi une femme aurait plus de qualité, ou moins d'ailleurs, qu'un magistrat pour juger d'un dossier comme celui-là? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'y a plus que les femmes qui doivent juger les dossiers de meurtre, alors les mecs, on va leur réserver quoi? Comme petit un juge, c'est un juge. Donc il doit être capable de juger de toutes les situations, sans préjugés sexistes de cette nature. Et oui, il y a des présidents qui sont très sensibles à ce qu'on va dire d'eux, et comment on va le dire, etc. Et puis il y en a qui sont réellement indépendants. Est-ce que vous l'avez ressenti dans une affaire en particulier? Dans celle-là, oui, par exemple, bien sûr. De Georges Tron? Ah ben bien sûr, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi parce que le président a exprimé l'idée que ce serait mieux si une femme jugeait l'affaire, et puis il a été désarçonné parce que une ou deux féministes qui étaient dans la salle ont tweeté des choses qui ne lui étaient pas très favorables, et puis il n'a pas supporté cette pression-là. Est-ce que ça vous fait peur quand vous voyez des magistrats qui réagissent comme ça? Bien sûr. C'est pas très rassurant. Non, c'est pas très rassurant, non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Où est le problème, selon vous? Non, mais le problème, enfin, vous savez, il y a de grands juges, il n'y a de grands juges que parce qu'il y en a de tout petits. Voilà, il y a de bons avocats parce qu'il y en a de mauvais, il y a de bons boulangers parce que, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une définition magique de la magistrature, qui porte la signature d'un des fondateurs du syndicat de la magistrature, qui a signé sous un nom d'emprunt, Casamayor, qui a dit « La justice est une erreur millénaire qui veut que l'on ait attribué à une administration le nom d'une vertu ». Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est-à-dire que c'est une administration qui a les qualités de l'administration et qui en a aussi tous les travers. Tout à fait. Pardon. Pour revenir sur ce que vous disiez sur les réseaux sociaux, vous dites parfois, par exemple, en rapport avec les mouvements féministes et dans la vague du phénomène MeToo, sur 100 femmes qui vont dénoncer sur les réseaux sociaux, donc 100 hommes, il suffit qu'il y en ait 5 ou 10 qui mentent pour que la vie de ces 5 ou 10 hommes-là soit brisée de façon injuste. Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions pour lutter contre ça? Est-ce qu'il faut, par exemple, alourdir les sanctions pour faux témoignages, pour diffamation? On va repartir 2 secondes dans le procès Tron, si vous voulez bien.
Il y a une association qui s'appelle la VTF, qui est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes au travail. D'accord ? Sa représentante est venue à l'audience expliquer que cette association avait d'abord pour but d'aider les plaignantes. Rien à dire, parfait. Qu'une association aide des femmes qui viennent se plaindre de comportements, alors au mieux inadéquats, au pire constitutifs d'un délit ou d'un crime, à se retrouver dans les méandres judiciaires, savoir quel interlocuteur on va voir, comment on contacte un avocat, comment, si on n'a pas de sous, on peut bénéficier de la gratuité d'un avocat. Tout ça, c'est merveilleux. Que ces associations réconfortent ces femmes, fantastique. En revanche, que comme il en est question dans le procès Tron, ces femmes-là s'arrogent le droit de trouver des indices. Ça a été clairement exprimé, des recherches d'indices. Et que pire encore, elles s'arrogent le droit d'authentifier la parole de la plaignante pour dire que ce ne sont pas que des plaignantes, mais que ce sont des victimes. Alors là, on est en plein délire. Parce que ça, c'est le boulot de la justice. Ce que j'ai dit, moi, sur MeToo, c'est que très bien si la parole des femmes se libère. Il était temps. Très bien. Mais en revanche, le réceptacle de ces plaintes, ça ne peut pas être les réseaux sociaux. Ça doit être la justice. Alors c'est vrai qu'il faut améliorer l'accueil des femmes dans les gendarmeries, dans les commissariats de police, auprès des avocats, parce qu'une femme qui a été victime peut directement contacter un avocat. Tout ça, très bien. Mais pour autant, les réseaux sociaux, ça ne peut pas être quelque chose qui permet à la fois aux femmes de parler, avec comme corollaire le fait que l'on puisse clouer au pilori médiatique un homme qui serait désigné sans qu'il ait la possibilité de se défendre. Ça, c'est pas possible. C'est contraire à toutes nos règles. C'est une espèce de lynchage médiatique. Et c'est vrai que je dis que même si 90% de ce que les femmes disent sur les réseaux sociaux, hashtag ton porc, MeToo, c'est la vérité, ben, il y a une partie, je l'espère infime, constituée quand même de fausses accusations. Comment vous faites pour vous sortir de ça ? La jeune génération ici ne se souvient peut-être pas de Dominique Baudis, qui était le maire de Toulouse. Dominique Baudis, il avait été accusé des pires sévices, de prostituées dans un château. C'était que des conneries. Il n'y avait rien de vrai là-dedans. Et un jour, il décide d'aller s'expliquer au journal de 20 heures. Et malheureusement, il transpire à grosses gouttes parce qu'il joue sa peau, sa crédibilité, son honneur. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que chaque goutte de sueur qui perle sur son front devient la preuve absolue d'une culpabilité qui est en réalité totalement fantasmée. On ne se sort pas de ça. C'est pas sur les médias qu'on rend la justice, c'est pas dans les réseaux sociaux. Parce que la différence entre ces femmes-là qui viennent de la VTF ou d'une autre association, peu importe, moi je connais celle-là parce que je l'ai vue à l'œuvre, et qui vous racontent que les plaignantes, leur parole doit être crédible et que cette association s'arroge le droit d'authentifier la parole de ces femmes. Mais dites-moi, le travail judiciaire, c'est autre chose. Le travail judiciaire consiste à regarder si la parole est crédible sur le plan factuel, sur le plan psychologique, si les deux plaignantes se connaissent ou si elles ne se connaissent pas, si elles ont pu être instrumentalisées. Et puis ensuite, quand même, ça n'est pas rien. On entend, ça la justice peut le faire, les associations ne peuvent pas le faire, celui qui est accusé, dont la parole vaut quelque chose, qui s'explique, qui répond aux accusations portées contre lui. Il y a tout un processus qu'on appelle le contradictoire. Ben, les réseaux sociaux nous en privent. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je dis que c'est totalement anormal. Et puis alors après, regardez, puisqu'on parlait de médiatisation,
Moi, j'ai eu droit à un truc absolument stupéfiant. Jean-Michel Apathy sur Europe dit ah ben Dupond-Moretti a dit qu'il était content que la parole des femmes se libère, mais et alors ce mais, dit-il, signifie qu'en réalité il n'est pas du tout content. C'est la vieille époque, c'est un vieux macho, c'est machin, ces trucs. Mais je l'ai appelé, je lui ai dit mais écoutez Apathy, vous n'avez même pas entendu ce que j'ai raconté. Vous n'étiez pas présent au procès. Comment vous pouvez livrer un truc pareil? J'ai bien compris que vous aviez envie d'être dans le vent, mais voilà comment la médiatisation peut parfois tordre les choses. Et comment vous proposez de contrer cette sorte d'appropriation de la justice? Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer une loi qui interdit à quiconque de parler de l'instruction tant qu'elle n'est pas terminée? Je voudrais que les journalistes élaborent une charte de déontologie qui se débrouille entre les journalistes. Je pense que ce n'est pas l'État qui peut devenir le censeur de cela, parce qu'on a besoin des journalistes et des bons journalistes dans une démocratie comme on a besoin des avocats. Mais je pense qu'il faut qu'on réglemente ça. Est-ce que vous avez vu sur les chaînes d'infos continues, moi ça me terrorise. Dans certains procès médiatiques, on fait une espèce de table ronde avec un flic à la retraite qui ne connaît rien du dossier. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Une présidente de cour d'assises à la retraite, c'est toujours la même, qui doit être nostalgique. Moi d'ailleurs, je l'ai connue présidente de cour d'assises d'actifs, si j'ose dire, puis j'ai jamais trouvé ça terrible, mais bon, ça c'est autre chose. Et puis des avocats qui n'ont rien d'autre à foutre non plus que de parler d'un dossier qu'ils ne connaissent pas. Cerise sur le gâteau, un psychiatre qui parle de la personnalité du type qui n'a jamais expertisé. Bon. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que c'est qu'on nous prépare là? Et alors, si le type, j'ai écrit dans un de mes bouquins, alors il faut imaginer un écran qui noircit à ce moment-là, puis vous avez coupable tapé 1, innocent tapé 2. Bon, d'abord, je vous le dis tout net, c'est 99% de gens qui tapent 1. Mais si le type est acquitté dans 3 ans, on fait comment et on fait quoi? Puis le temps judiciaire et le temps médiatique, ce ne sont pas les mêmes. Tout à l'heure, vous repreniez là. Oui, c'est vrai que je me suis imaginé ce qu'était le premier avocat. Donc, on imagine des types poilus là dans une grotte. Ils vont en fracasser un des leurs. Là, puis il y a un type qui se lève et il dit "Mais attendez une seconde." Mais c'est ça au fond l'avocat. Et on ne peut pas raisonner dans l'immédiateté sur ces choses parce qu'elles sont trop sensibles. Donc, vous voyez, si on fait ici, je ne sais plus comment il s'appelle ce garçon là, Daval, Julien. Ouais. Comment? Exactement. Si vous demandez aux gens si ce garçon-là, machin, mais tout le monde rend son verdict. Or, le vrai verdict, mais je ne dis pas qu'il est innocent, j'en sais rien, mais je ne peux pas non plus m'autoriser à dire des choses que je ne connais pas et que nous ne connaissons pas. Parce que tout ça est couvert par le secret de l'instruction, d'une certaine façon. Puis le verdict, il sera rendu dans quelques années. Voilà. Et je dis qu'il faut être attentif à ça, qu'il faut faire attention, qu'on est là dans une espèce d'enchaînement d'immédiateté. Et les réseaux sociaux ont amené les journalistes à la surenchère, me semble-t-il. Enfin, c'est mon analyse. Et quel serait l'intérêt pour les journalistes de s'autoréguler avec une charte qu'ils s'imposeraient à eux-mêmes? Je veux dire, le respect de principe comme la présomption d'innocence, c'est quand même pas compliqué. Ça, je suis bien d'accord, mais on constate qu'aujourd'hui, les chaînes d'information n'agissent pas comme ça. Ce qu'elles veulent, finalement, c'est un peu de l'infochoc. Mais vous savez, enfin, c'est un phénomène qui est très simple. Au fond, nous recevons l'information qu'on mérite. Hein. Donc nous, on en demande, les autres, ils en donnent. Et puis ça marche comme ça. Vous savez, c'est les journaux qui se vendent le mieux, c'est les journaux à scandale. Ils ne connaissent pas la crise des journaux à scandale. Maintenant, est-ce qu'on va dans cette dérive-là et personne ne dit rien, et puis on laisse faire les choses, ou bien est-ce qu'on dit, mais il y a quand même quelques principes, dans le pays des droits de l'homme, la présomption d'innocence, par exemple, et est-ce qu'on ne peut pas modifier un certain nombre de nos comportements? Moi, j'ai vu les choses beaucoup évoluer en quelques années. Bien sûr qu'on ne peut pas interdire à un journaliste de parler d'une affaire qui a défrayé la chronique, mais ça va de soi, bien sûr. Bien sûr que l'on peut dire que M. Duchemol a été arrêté ce matin à 6 h par les gendarmes et qu'il a été placé en garde à vue. Tout ça, bien sûr. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça? Mais enfin, dans cette affaire-là, à laquelle je pense, mais il y en a un certain nombre là en ce moment, vous avez même le procureur qui arrive et qui vous balance tout le dossier. Mais attendons une seconde, parce qu'il y a des journalistes, il y a certains magistrats, il y a aussi certains avocats qui déballent tout sur la place publique. Moi, je trouve ça très choquant.
Et je pense qu'on devrait s'arrêter un peu de faire comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un problème de politisation un peu de la police? C'est-à-dire que, je veux dire, au bénéfice d'une carrière personnelle, des actions de certains pourraient justement étaler, comme vous le dites, un dossier... Peut-être, mais sans être dans le passéisme, ça ne se passait pas comme ça avant. Et pourtant, ces contingences-là, elles existaient déjà. Si vous voulez, les grandes affaires qui ont défrayé la chronique, allez voir, allez lire ce qui a été écrit dans l'affaire Dominici, par exemple, qui a été une affaire qui a passionné la France entière. On n'en était pas là. Personne n'aurait osé dire on va vous expliquer sur un plateau de télé. Enfin, ça ne marchait pas comme ça. Et par ailleurs, vous aviez une vraie couverture, une vraie chronique judiciaire à l'époque, qui est aujourd'hui un peu déliquescente. Il n'y a plus que quelques journalistes qui sont là du début à la fin d'un procès pour le couvrir. Le reste, c'est une espèce de scoop. Vous savez, dans l'affaire Tron, par exemple, vous avez une nuée de caméras, de micros, de trucs le premier jour. Puis après, vous ne voyez plus personne. Ce qui n'empêche pas les absents de commenter. Puis il reste les vrais journalistes qui sont là et qui suivent le procès, qui le décortiquent, et qui sont capables de donner à l'opinion publique une véritable analyse de ce qui s'est passé. Et moi, d'ailleurs, depuis cette affaire, je veux dire quelque chose, je suis tout à fait favorable à ce que les procès soient filmés, mais de A à Z, et diffusés. Comme ça, les gens, ils se feront leur idée de ce qui se passe. Et je vous garantis, moi, que si un procès comme celui de Tron est diffusé de A à Z, l'opinion publique a complètement basculé. Pour faire un peu le lien avec ce que vous dites, donc vous opposez le temps long, le temps de la justice, le temps judiciaire, et le temps court, immédiat, le temps médiatique. Mais c'est quelque chose qui se répercute aussi, et malheureusement, au niveau du pouvoir exécutif et législatif, puisqu'on voit des lois et des décrets qui sont adoptés en réaction à des vagues d'indignation. Et ça fait un peu le lien avec l'hygiénisme parfois que vous dénoncez. Est-ce que vous pensez que les Français sont moins libres aujourd'hui que ce qu'ils pouvaient l'être il y a 20 ou 30 ans? Oui. Notamment en raison par exemple, des lois antiterroristes qui ont pu être passées et qui étaient une réaction émotionnelle à des attentats terroristes. Ça vous inquiète, ça vous préoccupe? Oui, mais je pense que l'époque, d'abord, il y a plusieurs phénomènes qui se conjuguent, mais qui convergent tous vers un recul de nos libertés. Je pense que d'abord, l'époque est ultra moralisatrice. Ça a pour conséquence, de nous conduire vers une espèce de manichéisme, et ça nous contraint. Il faut se positionner, et plus jamais dans la nuance maintenant. Alors, la pire des répercussions ou des conséquences de cela, c'est les communautarismes, évidemment, qui sont exacerbés comme ils ne l'ont jamais été dans notre pays. Puis après, c'est la guerre des sexes. Regardez, chaque fois qu'il y a une difficulté, vous avez une association qui vient vous expliquer comment vous devez vous comporter. Kanta, par exemple, on peut ne pas aimer Kanta. Mais en même temps, moi je dis qu'on a le droit d'aller le voir en concert, on peut considérer aussi qu'il a purgé sa peine. Mais vous avez 3 ou 4 hystériques qui vous racontent que si vous y allez, vous êtes contre les femmes. Oui, enfin laissez-nous le choix de cela. Puis ensuite, vous avez... Et alors, dans tous les compartiments de la vie, on peut le décliner. Vous avez les bouffeurs de viande et les véganes. Et là aussi, les spécistes, ceux qui considèrent, par exemple, que l'homme est équivalent de l'animal. Et malheur à celui qui pense le contraire. Alors moi j'ai tous les défauts. J'aime la chasse et la corrida. Je veux dire, je clope comme un sapeur, et puis j'aime bien picoler de temps en temps. Donc vraiment, je suis pas l'homme moderne, hein, moi, c'est clair et net. Hein. Parce que l'homme moderne, il est défini dans tout ça. Enfin, il est sportif, il fume plus, il met un truc jaune fluo pour faire son jogging le dimanche, il bouffe du quinoa, il respecte les limitations de vie. Il est très inquiétant d'une certaine façon. Hein. Bon. Et ça, c'est un des aspects. Puis après, on est dans une société hyper hygiéniste aussi. Moi, je dis pas qu'il faut pas réglementer, mais je dis qu'il faut pas prendre les citoyens non plus pour des benets, et pour des enfants. Et on nous annonce des choses qui sont sur le terrain de la morale. Enfin, on pourrait en parler des heures. Vous avez par exemple Najat Vallaud-Belkacem,
qui dit à l'Assemblée nationale « Je viens d'abroger la prostitution ». Tu parles d'un truc, comment on abroge la prostitution? Mais non, et aider les femmes qui se prostituent, qui sont dans la précarité. Qu'est-ce que ça veut dire abroger la prostitution? Moi aussi, je suis contre la guerre et le cancer, et la maladie, et l'ignorance, et plein de choses. Mais voilà, vous ne décrétez pas un truc pareil. C'est une espèce de positionnement idéologique moralisateur. Et le terrorisme, là-dedans, a joué son rôle néfaste, parce que c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que c'était passionnant de défendre Mera. Au fond, qu'est-ce qu'ils veulent, ces terroristes? Ils veulent nous interdire de vivre comme nous avons choisi de vivre. Et ce qui était passionnant dans l'affaire Mera, c'est que est-ce qu'un présumé terroriste ou un sympathisant, pardonnez-moi, islamiste, radical, se voit encore appliquer les règles qui sont les nôtres, les règles judiciaires ou pas? Parce que si vous faisiez un petit sondage là, dans la rue en disant mais qu'est-ce qu'on fait de Mera, il y a quelques types qui vous disent d'accord, mais sur les réseaux sociaux aussi d'ailleurs, hein, sans trop se gêner. Bien. Et alors, l'idée c'est que si au fond nous transigeons sur les règles que nous nous sommes fixées depuis des siècles, alors les terroristes ont gagné. Parce qu'ils nous interdisent de vivre comme nous voulons vivre et de juger comme nous avons décidé de juger. C'est vrai que chez eux, il n'y a pas beaucoup de jugements, il n'y a pas beaucoup d'avocats, il n'y a pas de présomption d'innocence, il n'y a pas de tout ça. C'est ça qui est passionnant. Un type est désigné comme le mal absolu, est-ce qu'il va encore bénéficier des règles qui sont les nôtres? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de crainte finalement plutôt, oui, bien sûr. Plutôt que de vengeance? Mais évidemment, c'est la peur qui génère ça, bien sûr. Alors on se dit, parce que des politiques viennent vous le dire, quand M. Wauquiez, par exemple, envisage d'enfermer les fichiers S, et on veut un Guantanamo à la française, alors je vais rassurer tout le monde, un fichier S qui envisagerait de commettre un crime, il commet et qui ferait en sorte de contacter des gens, etc., il commet le délit d'association de malfaiteurs à visée terroriste. Maximum de la peine encourue, 20 ans. Vous voulez dire qu'en fait, quand on dit fichier S, on dit voilà, ces personnes sont en liberté, c'est dangereux, finalement, tout ce qu'ils pourraient faire de mal serait vraiment repris sévèrement par la justice. Mais bien sûr. Et alors on nous vend cette idée. Le fichier S, il faut l'enfermer. Ah bon, on crée des Guantanamo à la française. Ben, là, ça, c'est l'idée de Wauquiez. Et à chaque jour, il y a une connerie comme ça qui... Vous avez madame, comment elle s'appelle, Pécresse, qui dit qu'il faut doubler les peines dans les banlieues. Bon, d'abord, c'est pas constitutionnel. D'accord? Puis alors, il faudrait que tous les types de banlieues aillent commettre leurs crimes devant chez elle, parce qu'elle n'habite pas la banlieue. Comme ça, ils encourraient un quantum de peine divisé par 2. Mais on est chez les fous. Et voilà, c'est ça qu'on nous vend, le sécuritaire en permanence. Et regardez, je vais vous dire deux choses d'ailleurs qui illustrent mon propos. Libération a publié un sondage sur ce que les Français pensent de la prison. Alors, on y voit deux choses. D'abord, que les Français sont parfaitement informés de ce qu'est la prison française. Dégradante, humiliante, faisant l'objet de condamnations de Strasbourg, etc. Bien. Mais en même temps, ils disent c'est pas encore assez dur. Alors qu'il y a quelques années, on disait on a connaissance de la prison et on trouve qu'il faut l'améliorer. Voilà une société qui bouge et qui se radicalise. Un deuxième exemple. On demande à des jeunes gens, par voie de sondage, ce qu'ils pensent de Charlie Hebdo et du Bataclan. Et ils répondent, Charlie Hebdo, c'est pas pareil parce qu'ils l'ont pas volé au fond. Enfin, c'est pas exprimé comme ça, mais ils font une différence. Or, pardon de vous le dire, mais le droit de blasphémer, moi j'aime pas Charlie Hebdo, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Cantat. Personne ne me contraint à l'acheter, et j'ai le droit de ne pas l'acheter, et vous avez le droit, si vous l'aimez, de l'acheter. Voilà. Mais ceci étant dit, le droit de blasphémer est une liberté d'opinion. D'ailleurs, Strasbourg vient de statuer là-dessus, sur le blasphème et l'islam. Strasbourg a été saisi et a rendu une jurisprudence qui est plutôt libérale.
Mais donc des gamins disent, bah, maintenant on ne peut plus blasphémer, parce que si on blasphème, on se met finalement, on encourt quelque chose, et on s'interdit cette liberté. Alors on peut vivre sans blasphémer, mais on a le droit de le faire, dans une société comme la nôtre. Voilà un petit exemple. Et il y a des autorités qui ont réagi. Breivik, par exemple, là c'est un attentat d'extrême droite, je crois que c'est 77 morts. Et les autorités norvégiennes avaient entendu des gens soutenir qu'il fallait aggraver toutes les peines, etc. Et ils ont répondu, mais si nous aggravons les peines et si nous changeons au fond notre mode de juger, de voir la société, alors c'est les terroristes qui ont gagné. Et moi je pense ça. Est-ce que finalement, il n'y a quand même pas une crainte? Vraiment, est-ce que c'est pas le syndrome d'une crainte? Oui. Et Ça n'est que faire contre cette crainte? Réfléchir. Réfléchir à ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez que je recommence tout depuis le début? Non, je sais bien. Mais réfléchir à l'idée que la répression n'est pas la seule solution. Réfléchir à l'idée que la façon dont nous avons choisi de vivre ensemble doit être plus forte que la crainte que nous inspirent ces terroristes. Parce qu'à chaque fois que nous décidons de reculer, eh ben c'est eux qui gagnent. Et c'est ça qu'ils veulent. Ces gens-là, ils veulent plus qu'on juge avec nos règles. Ils veulent plus qu'on regarde les femmes comme nous souhaitons les regarder, avec le respect que l'on doit leur porter dans une société démocratique. Ces gens-là, ils veulent plus de tout ce qui fait que nous sommes français les uns et les autres, ou européens, et que nous avons envie de vivre ensemble, et qu'on peut écouter de la musique n'importe laquelle à minuit, et qu'on peut fumer une clope dans la rue. Ils veulent pas de ça, ces gens-là. Donc, au fond, chaque fois qu'on transige et chaque fois qu'on renonce à nos libertés, eh ben, on leur donne raison. Il y a un autre sondage, 80% des Français disent « Mais moi, j'accepterais qu'on me place sous écoute téléphonique parce que j'ai rien fait de mal. » Et moi, je dis c'est justement parce que j'ai rien fait de mal que j'ai pas envie que vous veniez voir ce que je raconte. Vous voyez un peu... il faut faire extrêmement attention à tout ça. Il faut être vigilant sur ces questions-là. Et la question initiale que vous me posiez, c'est est-ce qu'on est plus libre aujourd'hui qu'il y a... moi, je pense sérieusement que non. J'entends bien. Et la question est combien de temps supporterez-vous cela? C'est pas un appel à la révolution, c'est pas un appel à la sédition, mais c'est aussi... regardez, enfin, pardonnez-moi, je reviens 2 secondes, parce que tout ça est très lié. Hein, il n'y a pas ce sont pas des épiphénomènes, ce sont des choses qui se conjuguent. Comment cette jeune génération que vous êtes réussit à aliéner sa liberté en racontant toute sa vie, tous les jours, sur les réseaux sociaux? Mais qu'est-ce que c'est de cette surexposition? Pensez pas qu'on en a assez. Avec un portable et une carte bleue, déjà, on arrive à savoir tout ce que vous faites. On connaît votre vie, mais de A à Z. Est-ce qu'il est utile d'en rajouter? C'est curieux. Il y a d'ailleurs quelque chose de très... J'ai entendu une étude qui est assez significative. À mon époque, je ne suis pas un vieux con, mais enfin, je freine le processus, évidemment. L'émancipation des jeunes gens, c'était la voiture. C'était le permis de conduire la voiture. Et on se rend compte aujourd'hui que pas du tout. Le permis, votre génération, le passe, mais beaucoup plus tard, puis la voiture, puis maintenant c'est plus l'écologie, tout ce que vous voulez. Okay. Et alors il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi il y a ce phénomène? Pourquoi etc. Eh bien en réalité c'est parce que c'est le portable aujourd'hui qui porte l'émancipation. Et le portable porte l'émancipation beaucoup plus tôt qu'à mon époque où il fallait 18 ans pour passer le permis. Maintenant, 13-14 ans, voilà. Et tout ça est à regarder avec beaucoup de circonspection et beaucoup d'attention. Et ce que vous dites, donc... Oui, excusez-moi. Je vais encore vous dire quelque chose là, sur la radicalisation des choses. J'ai entendu dans le procès de Tron qu'il devait y avoir aujourd'hui écoutez-moi bien, je ne vous raconte pas de salade, une distance de sécurité, vous voyez, entre les hommes et les femmes, peut-être même entre les hommes et les hommes d'ailleurs, et les femmes et les femmes. Alors vous entendez ça, vous dites, mais c'est ça le monde que nous prépare celle-là, là en l'occurrence? C'est quand même sidérant, quoi.
Là aussi, on est dans l'hypermoralisation, l'hygiénisme. On veut une société comme aux États-Unis où pour rouler une pelle à une fille, il faut lui faire un courrier recommandé, accusé réception. Et surtout, attendre la réponse. Surtout. Et vous parlez justement de cet extrémisme féminisme. Ouais. Vous êtes très critique par rapport à la loi qui interdit de siffler justement une femme et qui oui, toute cette terminologie. Écoutez bien, il y a un malheureux député socialiste. Bon, avant Macron, qui a été condamné à verser le tiers de ses indemnités parce qu'il avait osé le bougre. Écoutez bien. Appeler une présidente de commission Madame le Président plutôt que Madame la Présidente. Mais on est chez les fous. Hein. Non mais on a complètement dérapé là. Un tiers de ses indemnités. Ensuite, vous avez l'élu écolo qui dit maintenant, il ne faut plus parler de patrimoine mais de matrimoine. Et on n'a pas autre chose à faire que de penser des trucs pareils. D'ailleurs, moi, je lui ai souhaité clairement de merdre les prochaines élections, parce que quand on en est là, si vous voulez... Et... Non mais... regardez, ça c'est un petit signe aussi de ce que nous reculons dans nos libertés de choisir les mots que nous souhaitons prononcer. Il y a une législation qui condamne la discrimination et l'expression de la discrimination. Moi, j'ai assigné Zemmour parce qu'il avait dit que un certain prénom d'origine africaine était une insulte à la France. Ça, c'est codifié dans le texte et je trouve que c'est normal. On ne peut pas insulter un type à raison de son orientation sexuelle, de son handicap, de sa religion. Ok. Ça, c'est normal. Mais pour le reste... Je vous donne là un certain nombre d'exemples qui sont quand même le signe de ce que nous avons, un champ lexical, si j'ose dire, qui là aussi devient contraint. Et plus on nous restreint dans les mots, et plus on nous restreint dans la nuance, et c'est ce que je disais, le manichéisme de tout à l'heure, tout ça c'est un tout, et plus on nous restreint dans l'intelligence. Bien sûr, et alors après vous avez... Le nouveau mot, c'est le féminicide, qui n'existe nulle part dans le code pénal. Bon, dont acte, c'est un féminicide. Très bien. Et on a même cru devoir infliger à ceux qui sifflaient les filles 90 € d'amende. Alors, moi, je ne dis pas que c'est très élégant de siffler les filles, c'est pas ce que je dis. Je ne fais pas l'apologie du sifflage. Est-ce qu'il n'y a pas réellement... un problème de harcèlement dans les rues. Enfin, quelle est la limite entre le laxisme face à ce problème? Mais monsieur, la limite, c'est la bonne éducation. Est-ce que l'État doit se prononcer là-dessus? Mais comment régler ce problème qui existe aujourd'hui? Mais quel problème? Siffler les filles? Mais il y a des tas de filles qui rêveraient de se faire siffler et qui ne se font pas siffler. Mais là aussi, tout est une question de bon sens. Tout est une question de... Écoutez bien, l'hystérisation de notre société, c'est qu'on ne distingue plus les choses avec bon sens. Agresser une femme dans la rue, c'est scandaleux. Mais le texte existe déjà. Vous comprenez ça? C'est pas normal, évidemment. Mais tout est une question de contexte ensuite. Tout est une question d'éducation. Il y a des gens qui se tiennent pas très très bien, mais on va tout réglementer. Est-ce que c'est le rôle de l'État? Est-ce que ça n'est pas de la liberté de chacun, de son éducation? L'État n'est pas l'arbitre des élégances. Moi, je connais une dame que j'adore, qui est une dame d'un certain âge, qui est une dame d'une très grande classe. Elle m'a dit, moi, je regrette sérieusement de ne plus être sifflée. On peut en rire, on peut, voilà, mais on n'est pas obligé de nous construire une législation autour de ça. Mais tout est hyper réglementé. Tout. Il y a une inflation législative. Si vous regardez le code d'il y a 20 ans et le code d'aujourd'hui, il a dû quintupler. Tout devient règle. Et on nous dicte tout, au fond. Voilà, alors
Peut-être que dans certaines situations, c'est désagréable d'être sifflé, etc. Si évidemment c'est très très lourd, si ça sent l'agression à venir, je l'entends bien, monsieur. Mais moi ce que je constate, c'est que le pouvoir politique est critiqué quand il ne prend pas d'action. Et dans ce cas-là, je comprends bien que c'est un problème d'éducation, mais on ne peut pas rééduquer toutes les personnes qui pratiquent ce genre Mais très bien, alors réglementons. Alors réglementons. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a une solution ? Mais je viens de vous répondre. Je viens de vous répondre. Je vous ai donné quelques exemples. Le député qui perd le tiers de son indemnité parce qu'il a dit Madame Le plutôt que Madame La. Bon, ben écoutez, voilà, vous avez tout ce discours et l'invention de ces mots qui sont consacrés au fond à servir une vision de la société qui est une vision radicalisée. Est-ce que vous vous rendez compte, mais peut-être pas parce que vous êtes né là, qu'il y a une forme de radicalisation de notre époque. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, je trouve que on n'a jamais aussi cogné aussi durement qu'aujourd'hui dans les tribunaux et dans les cours d'assises. Il y a une forme véritablement de durcissement de nos rapports. Alors si vous pensez que l'hyper-réglementation règle tout, mais moi je vais vous dire quelque chose. Badinter, par exemple, avait une formule qui illustre bien ce qu'est la réglementation pénale. Il a dit que quand quelqu'un commettait une infraction, il ne le faisait pas avec un code pénal sous le bras. Est-ce qu'on est obligé de tout réglementer ? Quand on a réglementé la cigarette partout, bon, d'accord, dont acte, très bien. Et puis on a inventé la cigarette électronique. Puis là, tout de suite, il y avait un petit trou, là, un petit espace de liberté, toc, il a fallu le réglementer. Et on en est maintenant à se demander si on pourra encore cloper sur les plages. Bah très bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? On peut y aller, hein. Il y a encore de l'espace pour la privation de liberté. Mais plus il y a de l'espace pour la privation de liberté, moins il y a d'espace pour la liberté. J'aimerais, si vous le permettez, changer un petit peu de sujet et revenir sur ce que vous disiez à l'instant à propos du durcissement des rapports, notamment dans les cours d'assises. Parce que vous abordez énormément de thèmes à la télévision ou dans vos livres, et on aimerait en parcourir le plus possible ce soir, notamment la relation entre les magistrats et les avocats. Dans le Direct du droit, vous écriviez « La magistrature se plaint que les avocats utilisent des méthodes déloyales pour l'intimider, chose que vous niez, et vous rappelez que les avocats sont soumis à des sanctions s'ils outrepassent leurs fonctions. Est-ce que ça vous inquiète, cette défiance entre les juges et les avocats? Est-ce que c'est une évolution qui est négative ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours observé dans votre carrière? Non, c'est quelque chose qui s'est aggravé. Enfin, moi, je n'ai pas connu des relations aussi tendues entre les avocats et les magistrats quand j'ai prêté serment. Aujourd'hui, on est, je crois, au paroxysme de cela. Et d'ailleurs, certains magistrats le disent. Et au sein même de la magistrature, il y a de vrais conflits. Si vous allez, par exemple, au pôle financier, vous avez l'ancienne école, les anciens et les modernes. Ils ne s'adressent même plus la parole pour certains d'entre eux. Tant certains ont des méthodes radicalisées, tant certains ont choisi, par exemple, la justice spectacle, avec quelques complices dans les médias pour filer les bonnes infos. Et puis, je parle de l'affaire Fillon, par exemple. Enfin, l'affaire Fillon, vous aviez deux types du monde qui avaient les PV, alors qu'on était encore en enquête préliminaire. Ce qui m'a fait dire que c'était la femme de ménage qui les avait piqués, ou la police qui avait donné, ou les juges, ou le parquet financier qui avait donné les procès-verbaux. Je n'ai pas été démenti. Oui, il y a une forme de justice spectacle, bien sûr. Et il y a d'autres exemples. Nicolas Sarkozy en a fait les frais, d'ailleurs. Dans l'affaire des écoutes, par exemple. Alors là, ils ont tué le secret professionnel, mais même dans l'affaire dite Bettencourt. Enfin, il est entendu, 18 heures après, il y a l'intégralité de son PV qui est publié dans Sud-Ouest. Et puis, récemment, là, cette espèce de garde à vue surréaliste. La garde à vue, c'est l'humiliation dans l'esprit du public. D'accord? On le place en garde à vue, on le laisse rentrer chez lui le soir, et puis il reprend la garde à vue le lendemain. Garde à vue interrompue, c'est du jamais vu. Il n'y a pas un type qui a été en garde à vue comme ça. Mais on a choisi ça pour l'humilier. On est dans la justice spectacle, dans le choix de... Voilà. Et évidemment, quand ces comportements-là, c'était des comportements qu'on ne voyait pas autrefois, oui, bien sûr. Et vous êtes partisan, vous, de la suppression de l'École nationale de la magistrature. Est-ce que c'est l'ENM qui peut donner cette idéologie spectacle, selon vous Non, je ne crois pas. J'ai été invité à l'École nationale de la magistrature par son directeur, pour qui j'ai le plus profond respect, parce que je l'ai connu magistrat, je l'ai vu aux manettes.
Vous savez, il y a des juges qui parlent bien des principes, mais qui, quand ils sont à l'action, les oublient. Hein. Moi, il m'est arrivé de voir des présidents de cour d'assises en colloque, je me disais, celui-là, ça doit être formidable quand même de l'avoir comme président de cour d'assises, et puis je rencontrais un type exclusivement à charge. Donc quand je vous dis que j'ai beaucoup de respect pour Olivier Laurent, c'est son nom, l'actuel directeur, c'est parce que je l'ai vu comme président de cour d'assises, et c'est un immense magistrat. Il m'a invité là-bas. Alors, j'ai constaté d'abord qu'il y avait une véritable qualité, pour dire les choses, de l'enseignement. J'ai constaté aussi que beaucoup des élèves qui étaient là, mais ça c'était normal, au fond, je m'y attendais, défendaient leur école. Mais ce qui me chagrine dans cette école, c'est qu'elle est génératrice, selon moi, d'un corporatisme et d'un encastement de ce corps de la magistrature qui ensuite n'est plus accessible au contradictoire, et notamment au contradictoire de l'avocat. Moi, je suis pour une école commune, une école de formation commune, avocat-magistrat. Vous aimeriez que ce soit, comme dans beaucoup de pays, les avocats qui deviennent juges? Oui, bien sûr. Oui, parce que la posture n'est pas la même. Quand vous êtes avocat, vous êtes obligé de... Votre posture initiale, c'est celle de l'humilité, parce que vous demandez. Et quand vous êtes juge, vous décidez. Et alors, quand vous avez demandé pendant longtemps, ben, vous savez ce que c'est que... Vous savez ce que l'on attend quand on est avocat d'un juge. Et donc, vous savez ce que c'est qu'un bon juge. Et moi, je trouve que ce serait très bien, dans beaucoup de grandes démocraties, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, l'ENM est une exception. Donc il y a un certain manque d'humilité, d'humanité de la part des juges, vous pensez? Est-ce que c'est parce qu'il y a en tous les cas, pardon, il y a en tous les cas un corporatisme forcené qui commence dès que ces jeunes gens sont enfermés entre eux, vivent entre eux et sont, oui, d'une certaine façon encastés. Oui. Qu'est-ce qui fait, selon vous, d'un juge un bon juge? C'est un type qui aime le contradictoire. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un bon juge. D'abord, c'est quelqu'un qui se méfie de lui et de ses a priori et qui aime les avocats. Parce que qu'est-ce que c'est que l'avocat, si ce n'est un emmerdeur, un empêcheur de juger en rond? Et le bon juge, alors le mauvais juge, il dit, bon, l'avocat, je m'en fiche de ce qu'il raconte, j'ai mon idée. Et tandis que le bon juge, il dit, je veux savoir ce qu'il raconte parce que ça me protège, moi, d'une éventuelle erreur. Ça ne veut pas dire que je vais lui donner raison, mais je veux au moins écouter ce qu'il me raconte. Vous savez, un juge, quand il arrive dans une audience, il a préparé son dossier. Il a un avis. Ils disent que non, mais bien sûr que oui. Et comme il est doué d'intelligence, il a travaillé, donc voilà, il sait vers où on peut aller. Et puis à un moment se lève un des protagonistes judiciaire, l'avocat, qui lui dit, mais monsieur le président, vous venez de dire que, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Vous avez rappelé à 3 reprises que on avait vu un véhicule vert quitter la banque, mais en réalité, il y a un témoin à la page D4000 qui dit que c'est un véhicule rouge. Alors, soit le président, il vous fait ça, du genre, je m'en fiche, je reste avec l'idée que le véhicule est vert, soit il va voir à la cote D4000 s'il ne l'a pas vu, et puis il dit, bah oui, il y a peut-être un doute là-dessus. C'est un état d'esprit. Le grand juge, c'est quelqu'un qui est gourmand du contradictoire. Et c'est pour ça qu'il y en a si peu, parce que c'est un peu contre nature de se méfier de soi, vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a si peu de grands juges. Et est-ce qu'un juge qui peut avoir ce type de comportement, aujourd'hui, est-ce qu'il risque quelque chose? Est-ce qu'il y a un garde-fou en quelque sorte? Non, mais rien du tout. Il n'y a pas de... Vous le savez, il n'y a pas de... Comment dirais-je? Il n'y a pas de sanction des juges. Si vous avez d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ces choses judiciaires, votre présence ici en témoigne, allez voir sur le site du Conseil supérieur de la magistrature et vous verrez les sanctions qui sont infligées aux juges. Vous allez voir. Vous allez être sidéré. Entendez-moi bien. Vous avez par exemple le procureur qui requiert dans une chambre financière, qui ne paie pas ses impôts, depuis 4 ans, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, qui a sur ses comptes bancaires de quoi les payer. Donc tous les jours, elle requiert contre des fraudeurs, etc. etc. La sanction, c'est genre mutation. Bon, on peut être plus sévère. Parfois, on a vu des décisions plus sévères que celle-là. Non, c'est dans l'autoprotection. Et
le Conseil supérieur de la magistrature... D'ailleurs, Sarko avait envisagé, il l'avait dit, il ne l'a pas fait, qu'il y ait une véritable responsabilité au sens des juges, qui à mon avis, et puis c'est un avis largement partagé, n'existe pas du tout. Je vous remercie. Je pense qu'on va devoir passer à la dernière question, parce que le temps file avant d'attaquer les questions du public. Donc la dernière question, un peu plus polémique, un peu plus dans l'actualité. C'est un sujet sur lequel vous vous êtes exprimé, notamment au micro de RMC. C'est par rapport aux perquisitions qui ont eu lieu chez Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon a été victime d'une offensive médiatique, on peut le dire, un peu comme François Fillon en son temps. Et il a réagi de façon assez violente, chose que vous avez condamnée. Ouais. Alors, écoutez, d'abord, Grantin, il est présumé innocent. D'accord ? Moi, je ne connais pas le dossier. Je ne sais pas si ses comptes de campagne sont corrects, pas corrects. J'en sais strictement rien. D'accord ? Mais voilà un homme qui a la possibilité de se défendre et qui pouvait parfaitement, après cette perquisition, s'il l'estime scandaleuse, organiser une conférence de presse. Il aurait eu tous les journalistes de France et de Navarre pour expliquer en quoi il s'estimait persécuté, victime, etc. Voilà. Et je trouve que son coup de sang, je peux humainement comprendre qu'on puisse avoir un coup de sang, mais je trouve que quand on est un responsable politique, si vous voulez, et je pense à tous les gamins qui ont pu insulter la veille ou l'avant-veille un flic à Bobigny et qui se sont retrouvés en comparution immédiate. Voilà ce que je dis. Il a, lui, alors, toutes les possibilités de s'expliquer, de convoquer le banc, l'arrière-banc, de dire à quel point tout ça n'est qu'une perquisition, un coup monté, enfin tout ce qu'il veut raconter. Moi, j'en sais rien, je vous dis pas que c'est vrai ou pas vrai, j'en sais strictement rien. Mais je trouve que le comportement qu'il a eu, il a bousculé un procureur, enfin c'était hallucinant, quand il gueulait « je suis la République », c'était tellement pathétique que... Je vous remercie pour ce mot. Donc maintenant, on va passer aux questions du public. Donc ceux qui veulent poser une question, levez la main et puis on vous apportera un micro. Oui, là-bas. Il y a un courageux là-bas. Regardez, là. Bonjour. Donc moi je m'appelle Felchou. Vous parliez de tout ce qui est danger de la surmédiatisation des affaires judiciaires. Moi je vous entends pas très bien. Pardon. Vous parliez de tout ce qui est surmédiatisation des affaires judiciaires, de présomption d'innocence. Est-ce que vous pensez qu'avec l'évolution de la société que vous avez décrite comme étant plus moralisatrice, etc., est-ce qu'il n'y a pas un danger ? Enfin, dans quelle mesure on peut dire que la présomption d'innocence, la notion de présomption d'innocence, elle est en danger ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement elle disparaisse, pas qu'elle disparaisse, mais qu'à terme ce soit une notion impopulaire ou qu'est-ce et que ça puisse aboutir à... C'est une notion qui est mal comprise, la présomption d'innocence. C'est contre nature, la présomption d'innocence. Vous allez voir, je vais illustrer mon propos. Vous vivez à côté de voisins que vous aimez bien depuis 15 ans. Puis un matin, les gendarmes les embarquent dans la camionnette. Et vous ne pouvez pas imaginer que ce soit une erreur judiciaire. Et vous ne dites pas, mais qu'est-ce qu'on leur reproche, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et même nous, les avocats, moi, je rentre dans une salle d'audience des fois, et puis je vais voir un copain, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a fait, ton client ? Alors que je devrais dire, mais qu'est-ce qu'on lui reproche ? Vous comprenez, c'est une espèce de facilité. Non, la présomption d'innocence, c'est un effort que l'on doit s'imposer à nous-mêmes. Et puis, regardez, je vais vous dire autre chose. Quand vous regardez les gens comme un coupable ou comme des coupables, eh ben, je vais vous faire une confidence, ils ont des gueules de coupables. Et quand vous les regardez comme des innocents, mais c'est vrai dans la vie aussi, ça, hein, eh ben, d'un coup, ils deviennent plus beaux s'ils sont innocents. Et c'est totalement subjectif. Donc il faut se méfier de tout ça. Il y a des je parlais de Baudis aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette histoire. Mais ouais, ce type, il a été traîné dans la boue.
Et c'était une espèce de rumeur lancinante, insidieuse. Il n'y avait rien contre cet homme. Son honneur. Regardez plus récemment Nicolas Hulot. C'est zéro. Nicolas Hulot, il est victime d'une espèce de saloperie, là, de montage au seul motif qu'un journal veut se lancer. D'ailleurs, le journal a périclité. Je ne sais même pas s'il y a eu un numéro de sortie. C'est fini. Darmanin, c'est exactement la même chose. Ah, il faut se méfier de la présomption d'innocence. Et puis, il y a, comment dirais-je, une espèce d'appétence, dès que c'est quelqu'un de connu, évidemment. Voilà, vous savez, c'est les journaux qu'on regarde en cachette chez le coiffeur, là. Voici, gars-là. Mais bon, voilà, on aime bien ces petits potins, là. C'est ça. Et la présomption d'innocence, c'est un véritable effort. C'est pour ça que les journalistes, mais pas que, ont une véritable responsabilité avec la présomption d'innocence. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus vendeur de suggérer que Duchemol, qui est un mec connu, a commis, que de rappeler à la prudence et à la réserve. Regardez Dominique Strauss-Kahn, d'ailleurs, qui a fini, je le rappelle, par être relaxé. Et Strauss-Kahn, il est alors l'illustration de l'hyper-moralisation de notre époque. Parce que on a... L'histoire, c'est qu'il a des relations avec un certain nombre de femmes dont on sait qu'elles sont des prostituées. Et on va même envisager de le mettre en examen pour proxénétisme aggravé. C'est-à-dire que le client devient alors proxénète, ce qui est du jamais vu. Et alors Strauss-Kahn, mais tous les jours, les humoristes, les médias, etc. Et, moi, je me suis souvent dit, mais comment le type il fait pour tenir, quoi? Comment le type il reste debout? Comment il ne s'est pas flingué? Mais la présomption d'innocence, c'est un effort. C'est simplement dans sa quotidienneté, la présomption d'innocence, je vais vous dire ce que c'est, parce qu'on pourrait faire des colloques là-dessus. C'est 5 minutes seulement se dire, et si ce qu'il dit, l'accusé, le dénoncé, le mis en cause, et si ce qu'il dit est vrai? Voilà. Et vous verrez que ça change tout. Une deuxième question. Je suis là. Je suis sur votre droite. Je ne sais pas où vous êtes. Sur votre droite. Sur ma droite. Bon. Ah, d'accord, monsieur, pardon. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre présence et pour cette conférence. Vous avez évoqué pendant votre prise de parole la surlégislation, la surréglementation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a pas étudié le droit, moi personnellement, je vois la loi française comme une espèce d'imbroglio un peu impénétrable. Et je pense que beaucoup de gens ont comme moi la vision du métier d'avocat comme un expert qui viendrait exploiter la petite faille entre les lignes de texte. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire aujourd'hui de réformer un peu le droit, de le simplifier pour le rendre plus compréhensible, plus applicable et d'en supprimer des absurdités Monsieur, je ne peux pas répondre à votre question parce qu'elle est beaucoup trop complexe. Enfin, le droit a vocation à régir tous les rapports entre les hommes. Donc il y a le droit de la famille, il y a le droit pénal, il y a le droit commercial, il y a le droit fiscal, il y a le droit des brevets, il y a le droit de... Bon. Non, moi, je ne peux m'exprimer que pour la partie du droit que je connais le moins mal, j'allais dire. Bon. Alors évidemment qu'il y a des réformes à faire. Alors ensuite, il y a des réformes de forme, ce qu'on appelle la procédure pénale, et puis des réformes de fond. Les pénalités, oui, mais c'est beaucoup trop vaste pour que je puisse répondre à votre question. Ce que je peux en revanche vous dire, ce qui est en lien avec ce dont on a un peu parlé ce soir et les questions qui m'ont été posées, c'est que dans beaucoup de domaines de notre vie, je pense à cet instant à la vie économique, les chefs d'entreprise se plaignent d'une surréglementation, d'une hyper-réglementation. Les restaurateurs le disent, les chauffeurs de taxi. Il y a quelques années, j'ai assisté à une conférence d'un professeur de droit de l'université de Lausanne qui disait que parfois la loi, génère l'infraction. Et il prenait pour exemple la réglementation routière, où le corollaire du permis à points,
et de la difficulté que l'on a tous à rouler sans perdre de points, eh ben, génère le défaut d'assurance et la conduite sans permis. Alors, est-ce que là, on ne peut pas se poser un certain nombre de questions? Mais là aussi, c'est tabou, parce qu'il y a les lobbies de la sécurité routière. Enfin, voilà, vous comprenez, c'est très, très compliqué. Il y a un autre exemple, alors je m'étais penché dessus tout à fait par hasard, on avait reçu, c'était une fête qui avait été organisée par les avocats, c'était une espèce de truc d'éloquence. On avait reçu le président de l'Assemblée nationale. Et je suis allé voir sur la réglementation des choses qui font l'objet de réglementation en Europe. Alors, par exemple, sur la taille des concombres, des bananes, enfin, il faut voir les trucs. Mais c'est absolument incroyable. Alors, moi, je ne sais pas si ça correspond à une véritable utilité. Je ne suis pas l'avocat d'éleveurs de bananes, de planteurs. Mais y a beaucoup, on entend gronder des gens qui disent mais on est dans l'hyper-réglementation de tout. Et la réalité de ça, j'allais dire empirique, mais sans chercher beaucoup, c'est que les codes ont doublé, triplé de volume. Et qu'on a même du mal à entrer à toute la codification législative dans l'informatique, parce qu'il y a des règles de partout. Voilà. Mais je ne peux pas répondre davantage que cela, là, parce que c'est un thème qui mériterait une semaine de colloque, évidemment. On va prendre une ultime question. Donc, ça va se faire au shotgun. Bah, voilà. Le papier physique. Avec une montée en puissance des moyens techniques côté police, comment a évolué votre métier d'avocat alors que la police a de plus en plus de moyens, notamment technologiques, informatiques, de constituer de la preuve? Est-ce que ça a changé votre métier? Est-ce que ça a changé la nature des audiences et des affaires? Non, pas mon métier, mais ça a changé incontestablement, comment dirais-je, l'enquête, la matière de l'enquête. Bon, avant, la reine des preuves, c'était l'aveu. Et d'ailleurs, il n'y avait pas d'avocat en garde à vue, il y a un certain nombre d'excès que tout le monde connaît. Alors, le législateur y est allé par petites touches. D'abord, il a imposé que les questions soient posées au gardé à vue, questions posées par le policier. Ensuite, on a imposé que les gardes à vue soient filmés. Et maintenant, il y a la présence de l'avocat en garde à vue, ce qui a considérablement changé le cours des choses. D'ailleurs, toute petite parenthèse, quand les avocats souhaitaient arriver en garde à vue, les syndicats de police disaient « mais c'est la fin de la police judiciaire ». Bah, c'est pas la fin de la police judiciaire, la terre judiciaire ne s'est pas arrêtée de tourner, nous étions l'un des derniers pays en Europe à ne pas connaître l'avocat en garde à vue. Mais vous faites allusion à de nouvelles technologies, je pense en particulier à l'ADN. Alors l'ADN a évidemment révolutionné les choses dans les deux sens. L'ADN n'est pas la reine de la preuve. L'ADN parfois sert à discriminer, mais l'ADN sert parfois à accuser et parfois à se poser des questions. Je m'explique. C'est pas parce qu'on découvre l'ADN d'un homme dans un vagin qu'il y a un viol. Se pose toute la question du consentement. Et ça pose parfois des tas de questions. Je vais vous donner, pour vous faire gamberger un peu, les résultats d'une étude qui a été conduite à Indianapolis, parce que tout ça est en perpétuelle évolution. A et B se serrent la main. Et puis A est le seul à prendre un couteau. Et alors on analyse le couteau. Parfois, il y a l'ADN de A et de B en mélange, mais B n'a pas touché le couteau. Parfois, très majoritairement, il n'y a que l'ADN de A. Et parfois, il y a l'ADN de B sans l'ADN de A, par voie de transfert. Alors, voilà, c'est en perpétuelle évolution, tout ça, mais bien sûr que les choses ont changé. Oui. Et puis, il y a beaucoup plus d'écoute téléphonique qu'autrefois. Et puis, il y a des moyens, évidemment, qui sont mis à la disposition de la police. Il y a, par exemple, je ne sais pas si vous y avez songé en me posant la question, mais le FNEG, qui est le fichier ADN, qui a été mis en place après l'affaire Guy Georges, qui permet de résoudre un certain nombre de dossiers, d'ailleurs dans le sens d'une culpabilité ou d'une discrimination. Donc oui, les choses de ce point de vue-là ont changé, bien sûr. Et puis il y a aussi une technicité de la police. On voit dans les enquêtes, c'est pas le Pandore qui arrive, machin. Maintenant, ils arrivent en combinaison, comme on le voit dans
dans les trucs là un peu dans les séries américaines, ils prennent un tas de précautions, ils ont les masques, ils font des prélèvements. Oui, ça a changé beaucoup de choses, bien sûr, bien sûr. Mais ça n'a pas changé fondamentalement le travail de l'avocat. Il travaille sur d'autres choses, mais la charge de la preuve, la nécessité de démontrer une culpabilité, tout ça, ça reste évidemment tout à fait identique à ce que j'ai pu connaître il y a longtemps. Je vous remercie pour ces derniers mots. Donc cet événement, cette conférence est maintenant terminée. Je vous remercie à tous d'être venus, je vous remercie d'être venus nombreux. Vous étiez un public très réactif, c'était très sympa. Le cocktail traditionnel vous est offert si vous sortez en haut de l'amphi. Et je vais également demander à tous les membres de Symposium de descendre vers la scène. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous.